Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation, Olivier et Pierre. Et merci. Joyeux anniversaire déjà. Hein. 10 ans, 10 ans, ça se respecte hein, quand même quand il s'agit d'un si gros projet. C'est pas encore tout à fait l'adolescence, mais c'est déjà une belle vie. Alors, il m'a été demandé aujourd'hui de vous parler un petit peu effectivement du cadre. Ça me plaît bien ce qu'a dit Pierre tout à l'heure, de parler un petit peu du cadre dans lequel peut s'inscrire la simulation. Parce que si vous voulez, moi je suis un petit peu mal à l'aise. On me dit viens parler de pédagogie, de simulation. Et moi je me dis mais la simulation, les experts sont là. Que vais-je pouvoir dire? Du coup, je me suis dit que j'allais un petit peu faire une pirouette et l'image ou le champ lexical que je vais utiliser est peut-être celui des espaces. Et on va commencer par la pirouette. Hein. Je vais voler dans les espaces pour vous parler effectivement de tout ce qui va aller autour peut-être de la simulation sans forcément toucher la simulation directement, puisque déjà Olivier en parlera et d'autres en parleront bien mieux que moi, mais peut-être voir les contextes, les espaces, les courants dans lesquels peut s'inscrire la simulation, qui sont ceux effectivement de la pédagogie. Ici, de la pédagogie universitaire, mais surtout effectivement de la pédagogie pour les adultes. Et on verra du coup, on parlera aussi d'andragogie. Donc effectivement, la simulation, je l'inscris dans une activité d'apprentissage, donc plus largement dans la pédagogie, hein, avec toujours cet objectif qui est le nôtre, c'est de former nos apprenants, je vais dire nos apprenants parce que souvent ce sont aussi des professionnels et pas toujours des étudiants, de former nos apprenants aux compétences professionnelles afin qu'on puisse mettre le plus en lien activité d'apprentissage, activité professionnelle et de construire des individus qui apprendront tout au long de leur vie et qui seront... je vois aussi, je dis pas ça parce que pour le public, mais quand même, et qui vont construire aussi leur agir professionnel. Je vous propose 4 points pour cela, ceux que vous avez à l'écran, parler d'expérience, parler de situation, parler d'ingénierie et parler de relations pédagogiques, parce que la situation et l'apprentissage se construisent aussi dans une relation pédagogique. Alors parlons d'abord d'expérience, si vous le voulez bien. Comme on n'est pas si nombreux, si vous voulez intervenir pour des questions de précision, de compréhension, et voire même des remarques, vraiment n'hésitez pas à intervenir si ça vous amène à des questions ou à des remarques. Alors cette expérience, et j'en ai déjà parlé en mentionnant le terme d'andragogie, effectivement, on va s'inscrire dans une approche qui sera plus celle de l'andragogie que purement de la pédagogie. Et pourquoi l'andragogie? Parce qu'on va travailler sur un public qui justement a déjà un vécu. Et ce qu'on va lui apprendre va s'inscrire dans un parcours d'apprentissage pour lui, mais aussi un parcours de vie, un parcours de savoir, de construction de soi. Alors sans vous faire le catalogue de ce que vous avez à l'écran, qu'est-ce qui va définir le profil d'un adulte apprenant? Et tout à l'heure, Pierre l'a dit, moi je suis directrice de l'Institut de développement d'innovation pédagogique, c'est-à-dire le service de pédagogie de l'université, et on considère que nos étudiants sont déjà des adultes. Enfin, on espère que nos étudiants sont déjà tous des adultes, même si certains sont un peu jeunes encore quand ils arrivent. Néanmoins, on construit effectivement nos formations aussi sur cette idée-là, qu'ils ont un parcours, qu'ils ont un vécu, qu'ils peuvent se projeter déjà, et qu'ils sont responsables de leur parcours d'apprentissage. Donc pour revenir à ce que je vous ai mis à l'écran, effectivement, qu'est-ce qui va définir le profil d'un apprenant adulte? C'est effectivement cette projection, le fait qu'il va construire ses apprentissages sur une expérience vécue et qu'il a besoin d'ancrer ses apprentissages dans une expérience vécue et dans un parcours pour donner du sens à sa formation. Donc on est déjà sur cette idée d'expérience, on est déjà dans cette idée de parcours et de lien avec le réel, de lien aussi avec un objectif. Il a besoin, quand je dis besoin de donner du sens, je pense que vous avez aussi tous envie déjà de dire « ouais mais ça maintenant, tous les apprenants devraient ou ont cela ». Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est comme ça qu'on définit l'andragogie, et Knowles en particulier, avec effectivement l'inscription des apprentissages dans une expérience vécue, dans un parcours de vie, dans un projet de développement de compétences et d'opérationnalité. Ce qui va faire effectivement qu'il va s'engager, qu'il va être motivé dans la formation qu'il va suivre. Toujours sur cette question peut-être de l'expérience et de l'individu, beaucoup de courants théoriques sur lesquels on va appuyer la formation dans l'enseignement supérieur et la formation des adultes sont liés, hein, effectivement, quand on travaille sur la notion de compétence, d'expérience professionnelle, de situation, on va s'appuyer sur des courants que vous avez aussi là à l'écran. Hein.
est-ce que j'en fais quelque chose de plus chronologique? J'ai bien envie, hein, des courants plus autour du behaviorisme, où on va effectivement faire que l'apprenant sera en capacité de reproduire. Hein, on va être beaucoup sur le geste et le geste professionnel, avec des approches qui vont devenir de plus en plus complexes, ou qui sont plus complexes, sans du coup en faire une chronologie. Hein. Effectivement, on va être sur une approche sur le comportement, sur la reproduction et la répétition, mais avec un guidage, par exemple, hein, dans les approches plus humanistes, avec un guidage de l'apprenant dans ses apprentissages, et on va voir qu'on avancera aussi sur cette idée-là. Et je vais faire une anecdote, je vais faire une petite aparté par rapport à notre matinée. Voilà, et des approches dont on entend beaucoup, dont on parlait ou qui sont plus souvent citées, notamment dans les formations en santé, des approches beaucoup plus constructivistes ou socio-constructivistes même, où on va hausser l'apprenant, centrer sur l'apprenant qui va construire ses apprentissages et qui va les construire en collectif, hein, dans sa relation avec les autres. C'est ce qui vous définit beaucoup dans ce que vous faites, mais nous aussi. Et là, on arrive sur Kolb, hein, toujours dans ces approches-là. Et là, vous allez me dire, mais on est typiquement dans une situation de simulation. L'apprentissage expérientiel, qui est beaucoup la base de ce que nous construisons aussi dans nos formations à l'IDIP, que je citais tout à l'heure, c'est effectivement cet apprentissage expérientiel dont vous voyez ici qu'il se construit sur l'expérience et sur la pratique. Alors l'expérience au sens l'expérience vécue, mais aussi l'expérience en situation, le moment d'expérience, que ce soit une expérience professionnelle, que ce soit une expérience d'apprentissage, puisqu'on va y revenir plusieurs fois, dans l'idée de la pratique, du geste professionnel, si on veut, en étant très, très restreint. Mais qu'est-ce qui va faire, selon Kolb, l'apprentissage expérientiel? Ce n'est pas seulement ça, ça ne peut pas être que cela. On n'apprend pas parce qu'on expérimente. On apprend parce qu'on expérimente. Ce n'est pas l'expérience en soi qui fait l'apprentissage dans tout ça. En tout cas, ce qui va faire l'apprentissage expérientiel, c'est aussi l'observation réflexive, c'est-à-dire l'analyse de l'activité, par exemple, l'analyse de ce qu'on a fait, la description et la confrontation. Cette confrontation à l'autre, on en a déjà parlé quand on parlait de socioconstructivisme, cette confrontation à l'autre, l'accompagnement de l'autre dans cette observation réflexive qui va aller effectivement ensuite, alors je disais confronter l'analyse et le regard par rapport à son expérience et ensuite confronter l'ensemble par rapport effectivement au savoir scientifique, au savoir d'expérience, au savoir à l'expertise d'autres personnes par exemple, pour pouvoir conceptualiser effectivement et construire une méthode individuelle, une méthode propre s'il le faut, afin de pouvoir transférer, comme vous le voyez dans le modèle de Kolb, hein, qui est très utilisé, qui est très adapté, très augmenté, hein, mais je suis restée à la source, et permettre des expérimentations qui vont pouvoir effectivement aller plus loin dans l'expérience. J'y viens quand même un petit peu, je n'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Au cœur de tout cela et de ce qu'on a parlé autour de l'expérience, il y a effectivement la simulation, qui est une pratique pédagogique comme d'autres, même si aujourd'hui c'est notre sujet, qui est une pratique pédagogique comme d'autres, et pourtant pas comme d'autres pratiques pédagogiques ou pratiques d'apprentissage. La simulation qui va effectivement, selon le schéma que je vous propose, hein, c'est le schéma que je vous propose, qui va effectivement s'articuler entre un réel qui n'est pas toujours, et vous le savez mieux que moi, un réel qui n'est pas toujours... comment dire, source d'apprentissage ou qui ne permet pas toujours tous les apprentissages, voilà, un réel qui peut être plus limité, comment dire, que la faisabilité du réel pour apprendre n'est pas toujours présent. Et donc, entre ce réel qui est ici et cette reproduction, alors c'est très caricatural ce que j'ai mis là, la reproduction, ou en tout cas l'expérience, va avoir une exigence de faisabilité, sachant qu'effectivement la simulation va peut-être ce qui va permettre effectivement cette faisabilité, parce que ce sera plus riche, plus large, plus sécurisé, vous le savez mieux que moi. Entre le réel et la méthode qu'on vient d'aborder, il y a la possibilité de décomposer les gestes, de les retravailler de façon méthodique, de façon chronologique peut-être aussi. La question de l'analyse, bien sûr, qui va faire tout l'enjeu, on l'a dit, de l'apprentissage et en particulier de la simulation, analyse entre méthode, geste, comportement, entre réel et entre tout ce qui va être autour justement de la répétition, du travail et de l'entraînement pour pouvoir avoir ces gestes professionnels et pas seulement ces gestes professionnels, ce savoir agir qui est la compétence. Voilà
ce que je voulais vous dire sur l'expérience et comment la simulation, effectivement, est une pratique pédagogique, une pratique d'apprentissage qui s'appuie sur l'expérience. Peut-être revenir sur la notion de situation et de situation, alors situation d'expérience, mais aussi cette notion de situation authentique qui est aujourd'hui beaucoup utilisée quand on parle d'apprentissage, et notamment d'apprentissage actif, d'apprentissage basé sur la compétence. Hein. On va beaucoup utiliser le terme de situation authentique aujourd'hui pour le dissocier de la situation réelle et le dissocier d'une situation d'apprentissage plus traditionnelle, si j'ose le dire ainsi. Qu'est-ce que va être une situation authentique par rapport à une situation réelle ? Alors, toujours en caricaturant, la situation réelle peut être unique, limitée. On ne va pas avoir les situations rares dans toutes les situations réelles. Elle a vraiment cette spécificité d'être unique et de ne pas couvrir tous les potentiels de situations. Elle peut être à risque, dangereuse pour l'apprenant, dangereuse pour l'objet, hein, quel qu'il soit. Elle peut poser des problèmes éthiques, vous le savez bien, puisque si ça intègre des personnes, mais pas seulement effectivement dans le domaine de la santé, dans tous les domaines où on va utiliser la simulation et où on va utiliser l'expérience. Et elle peut être coûteuse. On va donc, en pédagogie, essayer de construire, j'ai mis fabriquer ici, des situations authentiques, c'est-à-dire, le terme de représentatif ne serait même pas forcément juste, ces situations authentiques, elles vont effectivement permettre d'avoir les situations d'apprentissage les plus complètes, les plus complexes, les plus en faveur du potentiel, représenter le plus de potentiel pour couvrir un certain nombre, en tout cas, de situations réelles. Elles sont coûteuses aussi, je ne l'ai pas mis là, mais elles peuvent être très coûteuses, hein, n'est-ce pas, en termes de matériel, en termes d'encadrement, en termes de mise en place, par exemple. Enfin. Mais on est dans un environnement qui est contrôlé, où on va pouvoir décomposer l'action, et on va plus parler finalement aussi de situations authentiques, certes, mais aussi de situations problèmes, au sens, cette situation authentique qui va permettre ensuite de développer des compétences et d'être compétent, si on le veut, dans une situation réelle, une situation professionnelle, c'est aussi parce que c'est une situation problème. À partir de là, on va pouvoir générer des apprentissages, on va pouvoir développer ses compétences et ses apprentissages afin de les valider, de les évaluer, de les certifier pour les réinjecter dans toutes sortes de situations réelles. Donc la situation authentique, c'est celle-ci, et c'est ce qui va faire effectivement l'apprentissage et l'expérience. Et des apprentissages profonds, vraiment ancrés et professionnels. Évidemment, là, je vais passer très très vite, cette situation authentique, elle a des conditions hein, pour qu'elle soit de qualité, conditions inhérentes à la situation elle-même, mais aussi conditionnées par l'environnement d'apprentissage apporté par le formateur, voilà, qui va accompagner la situation authentique en l'explicitant, en l'instrumentant, en l'accompagnant, et aussi elle va avoir comme condition que l'apprenant puisse effectivement travailler de façon progressive. Je parlais un peu de décomposer les activités, mais pas forcément, hein, c'est plus complexe que ça. Va pouvoir devenir autonome et va porter sa propre analyse qui va aussi construire sa personne et sa professionnalité. Troisième point, comment faisons-nous tout cela ? Alors, le message secret, c'est l'alignement pédagogique. Toute situation d'apprentissage, tout apprentissage, toute ingénierie se basera sur cet alignement pédagogique qui est un petit peu... On s'est dit qu'à l'IDIP, on allait faire des petits badges pour, là-dessus ou des petites cartes de visite. L'alignement pédagogique, c'est un petit peu notre credo qui vont faire qu'on va toujours construire une situation d'apprentissage à partir d'objectifs d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on vise ? Quelles sont les compétences visées pour l'étudiant ? Voilà, ce qu'on attend qu'il sache faire ou penser à la fin d'un apprentissage, mais qui peut être conditionné aussi bien par les modalités d'évaluation. Je vous donnerai l'exemple. Hein, quand on a des concours, c'est souvent la modalité d'évaluation qui va conditionner notre alignement pédagogique, de façon un petit peu, j'allais dire, pervers, c'est pas du tout le mot que je veux dire, mais voilà, non souhaité. Mais voilà, c'est l'examen parfois, dans tout ce qui est concours, qui va déterminer à la fois les méthodes, les objectifs, et les contenus, malheureusement. Mais on va espérer que peut-être les objectifs ou les contenus d'enseignement soient l'essence de notre alignement pédagogique, soit le cœur de notre alignement pédagogique. Quelque part, la simulation, elle s'inscrit dans la méthode pédagogique. Comme autre chose, la simulation, comme une classe inversée, comme toute autre une pédagogie par projet. La simulation pouvant s'inscrire aussi dans une pédagogie par projet, hein, ça n'empêche. Donc l'alignement pédagogique, c'est effectivement ce qui va nous permettre de construire ensuite un scénario pédagogique
Donc, encore une fois, je prends chaque fois, je vous donne le tour, je vous donne les contours et le tour, et de vous-même, vous intégrez la simulation comme exemple, voilà, exemple de ces contours. La scénarisation va s'inscrire ensuite dans bien sûr dans cet alignement pédagogique, avec, ici, on retrouve notre mise en situation authentique, mais qui va, elle, se construire à partir, effectivement, de consignes, de mise en contexte, hein, de cette mise en situation, et qui va, à chaque moment, permettre à la fois la réflexivité, l'analyse, on l'a dit, mais aussi la rétroaction, autrement dit, le feedback de la part de l'accompagnement du formateur, de l'enseignant. Un point aussi, quand on a beaucoup parlé de situations, d'expériences, d'apprentissage, j'ai un petit peu abordé aussi la question de l'inscription de la formation et des apprentissages tout au long de la vie, effectivement, autant dans l'expérience et dans le parcours, et pas seulement à un moment donné, hein, surtout quand on a comme objectif de former des professionnels ou de futurs professionnels et des professionnels en activité, on construit aussi finalement des professionnels, hein, je disais tout à l'heure, une professionnalité, parce qu'on va, par ces méthodes-là, par ces scénarios-là, on va permettre à la personne de devenir praticien réflexif. La notion de praticien réflexif est aussi une notion qui est très intéressante, et notamment quand on travaille sur les pratiques qui sont les vôtres et de la simulation en particulier. Et effectivement, le professionnel qui va toujours avoir cette approche de réfléchir et d'analyser ses propres pratiques. Hein, on disait analyser pour l'action, dans l'action, après l'action. Et effectivement, le praticien réflexif est celui qui va être dans cette posture de réflexivité dans toute son activité de formation tout autant que professionnelle. Avec, bien sûr, et je ne l'ai peut-être pas assez dit jusque-là, avec toujours l'idée de développer ses compétences, de maintenir ses compétences et d'améliorer sa pratique professionnelle. Dernier point dans ce que je voulais vous dire et dans ces contours dans lesquels peut s'inscrire la simulation, c'est la relation pédagogique. S'il y a une chose qui me paraît vraiment importante, alors de fait et dans l'absolu, la relation pédagogique dans la formation est essentielle, mais en particulier quand on travaille dans des apprentissages par l'expérience, quand on travaille dans la simulation, dans toutes ces pédagogies actives, la relation pédagogique va être déterminante de la réussite des apprentissages parce que la posture de l'enseignant va forcément changer, être différente d'une posture plus classique dans laquelle nous sommes exactement aujourd'hui. Surtout que vous êtes vraiment très très sage. Très bien. Alors, on n'est pas du tout là, ou alors peut-être on est là. Je voulais juste vous citer 3 types de postures pédagogiques qui se prêtent bien à la simulation ou aux apprentissages par l'expérience. Alors, nous, on est là, approche directive, hein, et peut-être que tout à l'heure, on sera là et on sera là. Alors, dans le mentorat, c'est une posture qui est très intéressante quand on accompagne, surtout sur la durée, les apprentissages. Hein. La posture du mentorat, c'est une posture qui va effectivement être très progressive dans les apprentissages de l'étudiant, qui va partir de quelque chose qui est beaucoup plus directif au début, qui vise à guider, à consolider, et qui va être, à terme, souvent dans la pédagogie par projet, beaucoup plus dans quelque chose qui est horizontal, hein, permettant à l'apprenant de développer ses propres compétences par lui-même, et aussi d'être beaucoup moins directif et de plus se positionner en facilitateur, ou, si on va dans une autre posture, qui est celle du compagnonnage cognitif, celle du maître apprenant aussi, hein, le compagnonnage, vous voyez bien à quoi ça fait référence, c'est effectivement le fait qu'on va se positionner plus à côté ou un pas avant, je garde mon image spatiale, un pas avant ou un pas devant notre apprenant, hein, celui qui est plutôt le père expert, hein, dans l'accompagnement de l'apprenant, le père expert, celui qui sait un petit peu plus, qui est un tout petit peu en avance, mais qui va effectivement permettre d'être attentif au développement, à cette notion toujours de parcours, parce que dans l'apprentissage par l'expérience, et en particulier la simulation et la répétition, on va être effectivement accompagner le parcours aussi, hein, pour soutenir cette autonomie. Si on fait bien, à la fin, on finit par être un partenaire d'apprentissage, non plus celui qui n'a pas d'avant, mais celui qui est réellement à côté dans une horizontalité assez totale. Et ce partenaire d'apprentissage, quelque part, ça devient le collègue
et voilà, quand on est en formation professionnelle, c'est souvent ce qu'on vise, hein, ça devient le collègue, celui effectivement qui est partenaire de l'apprentissage et qui le co-apprenant vraiment dans une approche de ce qu'on dit, nous on appelle le co-développement avec les apprenants. On va effectivement travailler, on retrouve très bien, alors c'est ce qui me convient le plus, hein, je dois dire, par rapport à la simulation, où on retrouve vraiment toute la construction aussi des savoirs par l'expérience dans la simulation, les savoirs, voilà, valoriser les savoirs existants, les représentations, travailler sur les conceptions, déconstruire ces conceptions souvent, hein, qu'on a, surtout quand on est un professionnel. Quand on est un professionnel, on a parfois un professionnel qui reprend des études ou qui a de l'expérience, il va toujours falloir un peu déconstruire les conceptions et les représentations, voilà, et bien ancrer les apprentissages dans cette expérience pour le co-développement. Donc, on a vu quatre axes, hein, et je fais le choix effectivement de choisir ces 4 axes et pas d'autres pour parler de ces contours et de ces contextes des apprentissages par l'expérience et de la simulation. Je dirais en conclusion que effectivement la pédagogie de la simulation, elle se base forcément sur l'expérience. C'est une pédagogie qui est extrêmement riche, qui est extrêmement riche, mais j'y mettrais non pas des conditions, mais des ingrédients. Hein. Si les apprentissages par l'expérience, et en particulier la simulation, sont une pédagogie et des apprentissages aussi riches, c'est parce qu'effectivement, on travaille sur des situations complexes et construites, des situations problèmes qui ne sont pas forcément celles de la réalité ou en tout cas celles de multiples réalités, parce que la pédagogie qu'on va mettre en œuvre va être adaptée, combinée et va être extrêmement riche, avec aussi une mise toujours en risque de l'accompagnateur et du formateur qui va toujours accepter de confronter, de se questionner sur la façon dont il accompagne ses apprenants et qui vise toujours la compétence professionnelle parce qu'elle est à la fois à l'origine et un objectif visé, mais aussi parce que c'est là-dessus que se construit l'expérience. Voilà, je vous remercie. J'étais un tout petit peu long, mais je vous remercie. Tu veux qu'on échange ou ça va? Non. À toi, Olivier. Alors, à mon tour, effectivement, donc moi je suis Olivier Poncer, donc responsable de l'atelier de didactique visuelle à la Haute École des Arts du Rhin. Et je vais vous présenter le site internet, donc l'adresse c'est didactique-simulation.fr, qui restitue les différents projets développés dans le cadre du programme Didactique et simulation en santé, une approche transdisciplinaire des pédagogies innovantes par la simulation. Donc ce programme a été développé durant 3 années avec le soutien de l'IDEX Formation 2020. Nous avons constitué une équipe transdisciplinaire autour de l'UNISIM, associant plus d'une vingtaine de spécialistes, médecins, anesthésistes, chirurgiens, psychiatres, etc. Des enseignants de l'atelier de didactique visuelle, en l'occurrence moi-même et mon collègue André Biller, des étudiants et des étudiantes de l'atelier de didactique visuelle, majoritairement en Master 1, des élèves ingénieurs de l'INSA Strasbourg en Master 2 et différents étudiants de la faculté de médecine de Strasbourg. Ce programme s'est appuyé sur une dynamique participative et collaborative entre art et sciences afin d'élaborer et de réaliser des outils pédagogiques de simulation innovants par, avec et pour les étudiants en santé. Alors pour rappel, même si je m'adresse à des spécialistes, il y a 5 grandes catégories d'outils de simulation. Donc les simulateurs de tâches, des dispositifs permettant la réalisation d'un geste technique élémentaire qui reproduisent de façon partielle le sujet de l'apprentissage ou de l'étude, par exemple une peau artificielle pour la réalisation de sutures. La simulation pleine échelle, un dispositif d'apprentissage impliquant des acteurs de différentes disciplines ou métiers interagissant dans un environnement réaliste et complexe, prédéfini. On n'est clairement pas dans les champs de savoir-faire de l'atelier, donc on n'a pas abordé cette typologie de simulation. Les jeux de rôle, simulation d'interaction qui implique des personnels soignants, des patients standardisés, des comédiens. Les serious games, ou jeux sérieux, qui sont donc des applications informatiques inspirées de jeux vidéo avec une visée pédagogique et impliquant une dimension ludique. Mais également des jeux physiques inspirés des jeux de cartes, de jeux de société, dans un même objectif didactique de formation. Et enfin, les simulations sur table, reproduction de larges scènes d'action réduites à une échelle spatiale
suffisamment petites pour être jouées sur une table au moyen de plans, de maquettes et de figurines. Donc ensuite, je vais vous présenter donc l'atelier de didactique visuelle de la Haute École des Arts du Rhin qui forme sur un cursus de 4 années jusqu'au Master 2 à la pédagogie par l'image, à la transmission des sciences et des savoirs par les arts visuels et numériques. L'enseignement au sein de l'atelier est adossé au programme de recherche didactique tangible. L'objectif principal de ce programme est de comprendre et d'expérimenter comment les recherches contemporaines dans le champ des pédagogies innovantes, intégrant notamment la palette des technologies numériques, questionnent, prolongent et hybrident les pratiques antérieures de médiation par l'image. Ce programme combine donc une démarche épistémologique et des recherches-actions avec de nombreux partenaires, donc depuis 5 ans avec l'UNICIM. Et pour mémoire, l'atelier propose des cours croisés depuis en fait sa création, 1972, avec la faculté de médecine de Strasbourg. Donc je fais un petit détour par un manifeste que nous avons élaboré présentant 10 valeurs clés propres à la didactique visuelle. Chacune de ces valeurs fait l'objet d'une courte animation illustrée présentant un enjeu spécifique de cette approche particulière de la communication visuelle. Mais je vous fais juste la liste des mots-clés. Apprendre, s'engager, transmettre, créer, co-créer, se cultiver, synthétiser, s'adapter, se remettre en question et partager. Donc je vais vous présenter maintenant l'UNICIM. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une unité de simulation européenne en santé. Donc on a réalisé un film dans le cadre du programme donc, que je vais vous partager. La simulation en santé permet d'apprendre à réaliser les actes de soins, sur des mannequins par exemple, sans risque pour le patient. La simulation concerne aujourd'hui l'ensemble des spécialités et des actes de soins. Elle permet aussi d'aider à développer l'empathie avec le patient et l'harmonie au sein des équipes de soins. L'acte de soins s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique multiprofessionnelle. Il faut par exemple savoir fédérer obstétriciens, pédiatres, sages-femmes autour d'une même situation de soins, comme la naissance. Les professionnels de santé ont besoin de savoir collaborer avec d'autres champs professionnels que le leur. Et soigner dépasse le seul cadre de l'hôpital. Si un événement tragique survient, comme à Strasbourg en 2018, les policiers, les pompiers, le SAMU, l'ARS, la préfecture doivent pouvoir se mobiliser ensemble. Cela implique des compétences relationnelles complexes avec les équipes et les partenaires de soins, mais aussi avec le patient et son entourage. Des savoir-être depuis longtemps explorés par les psychiatres. C'est ce qu'avaient en tête les fondateurs de l'UNICIM, l'unité de simulation européenne en santé, à Strasbourg. Si des unités de simulation existaient déjà depuis 30 ans en Angleterre, il faudra attendre les années 2000 pour que les premiers centres de simulation français ouvrent. C'est en 2009 que le professeur Thierry Potcher, sous l'impulsion des doyens de la faculté de médecine de Strasbourg, les professeurs Bertrand Lude puis Jean Sibilia, a réuni une équipe de plusieurs médecins issus de différentes spécialités afin de créer l'UNICIM. Bien sûr, plusieurs médecins comme le docteur Gilles Mahoudeau en anesthésie-réanimation utilisaient déjà en pionnier à Strasbourg quelques mannequins entreposés dans leur service pour apprendre aux étudiants pendant des stages. Mais il s'agissait d'actions individuelles et isolées. Ce furent eux qui ont alors convergé vers ce projet collaboratif ambitieux.
le développement de la simulation dans le domaine de la santé à Strasbourg. Au démarrage du projet, l'unité de simulation disposait de peu de matériel. Un ingénieur, Victor Gazia, a été recruté en responsabilité de ces équipements. Mais l'unité manquait d'espace pour se développer. En 2012, l'hôpital a mis à disposition de l'Unisim un étage dans l'ancien bâtiment de neurologie de l'hôpital civil pour une durée de 6 mois. 9 ans plus tard, l'Unisim y est toujours, avec bonheur. Ce sont des locaux historiques qui accueillaient de vrais patients il y a encore quelques années. Et le mariage entre cet ancien hôpital et l'enseignement des soins rend la simulation en santé à Strasbourg particulièrement authentique. Au début, c'était surtout les urgentistes, les anesthésistes réanimateurs et les chirurgiens qui utilisaient l'Unisim. Mais aussi les psychiatres, sous l'impulsion du professeur Pierre Vidaillet, ont rapidement rejoint l'équipe dès le début de l'aventure. Puis sont arrivées de nombreuses autres spécialités médicales et métiers du soin. Sages-femmes, infirmières et infirmiers du bloc opératoire, infirmières et infirmiers anesthésistes, cadres de santé, dentistes, pharmaciens. En 2015, on comptait déjà 300 à 400 sessions de formation par an, en formation initiale et en formation continue. Beaucoup de centres de simulation sont spécialisés sur les gestes techniques en anesthésie, en médecine d'urgence ou en obstétrique. L'Unisim, très impliquée dans la formation initiale et continue des professionnels de santé aux compétences techniques, met quant à elle l'accent sur la formation aux compétences relationnelles et aux formations interprofessionnelles. L'Unisim développe des travaux de recherche sur la simulation afin de proposer de nouvelles modalités d'enseignement, de formation et de qualification. L'Unisim s'intéresse au développement aidé par la simulation de nouveaux dispositifs médicaux, de nouvelles procédures ou structures de soins, en collaboration avec d'autres champs professionnels utilisant les méthodes et les concepts de la simulation, comme l'aéronautique ou l'armée. La simulation est devenue un véritable champ de connaissances et de compétences en elle-même. L'Unisim propose ainsi des temps de formation à la simulation pour les formateurs uniques en Alsace. L'Unisim collabore en particulier avec l'atelier de didactique visuelle de la Haute École des Arts du Rhin pour la définition de protocoles et de supports pédagogiques innovants. Donc il est clair que la simulation est une approche didactique particulièrement intéressante à investiguer, à expérimenter, à maîtriser, à enseigner pour l'atelier de didactique visuelle. Le protocole que nous mettons en œuvre dans le cadre du programme Didactique et Simulation en santé est une forme de mise en abîme. Nous étudions la simulation en construisant une situation pédagogique qui simule chacune des étapes d'une réelle situation de collaboration professionnelle entre art et sciences, entre artistes et personnel de santé, ceci afin d'exercer nos étudiants respectifs à travailler de concert avec leurs futurs interlocuteurs professionnels. Nous définissons tout d'abord en concertation avec l'équipe de l'Unisim les thématiques que nous allons proposer aux étudiantes et aux étudiants. Nous veillons à ce que le choix des thématiques et des experts associés garantisse une variété d'approches afin de répondre à la diversité des profils étudiants que nous accueillons et formons, ainsi qu'à leurs préoccupations respectives. C'est tous les échanges qu'on a en début d'année avec Pierre depuis 3 ans. Nous sommes attentifs à ce que les projets permettent d'explorer, voire de combiner les axes suivants. Donc un axe sur la création d'une manip tangible intégrant ou non de l'électronique, d'où la présence des élèves ingénieurs de l'INSA.
un axe impliquant la création d'un jeu sérieux avec une part importante donnée à la dimension rédactionnelle et illustrative, un axe proprement médical pour les étudiantes et les étudiants intéressés par la discipline, un axe sociétal autour des enjeux éthiques et des dimensions psychologiques. Donc j'ai dû faire un choix parmi les 11 projets qui sont restitués sur le site pour la rencontre d'aujourd'hui. Les projets que j'ai retenus sont exemplaires des différents axes que je viens de citer. Donc le premier projet s'appelle Télésim. Donc c'est un serious game pour smartphone ou tablette qui a pour objectif de sensibiliser aux enjeux de la télémédecine. Chacun des 3 jeux proposés dans cette application simule de façon métaphorique et ludique une situation où soignants, patients et experts coopèrent, dialoguent, collaborent à distance par voie numérique sans relation directe. C'est pourquoi il faut jouer à ce jeu dos à dos ou se parler sans se voir. Ces jeux permettent d'éprouver différents niveaux de difficulté lorsque l'on échange par les moyens numériques qui ôtent une part de la richesse de la communication non verbale afin d'imaginer et d'expérimenter de nouvelles stratégies pour être entendu et compris à distance. Donc le premier jeu a pour thématique la téléopération. L'objectif est de sortir d'un labyrinthe en évitant d'en toucher les côtés. Le joueur de gauche voit le labyrinthe, le joueur de droite ne voit rien et doit se déplacer seulement guidé par les indications de son partenaire. Le deuxième jeu s'intéresse à la téléauscultation. L'objectif est d'identifier de façon métaphorique des symptômes. Le joueur de gauche doit trouver une montagne, un volcan, un marais, une forêt et identifier sur une carte, grâce aux indications de son partenaire de droite, l'état de cet élément naturel et son environnement coloré. Le troisième jeu met en scène la téléexpertise. 2 joueurs, qui sont donc 2 experts, croisent leurs points de vue. Concrètement, ils observent la représentation en 2 dimensions d'une même construction géométrique sous 2 angles différents et doivent s'accorder sur la représentation en 3 dimensions qui leur correspond. Télésim est une version revue et optimisée d'un premier jeu Stéthoscope développé dans le cadre du programme en 2020. Donc il est totalement opérationnel et comme l'a dit Pierre tout à l'heure, demain il y aura toute une série d'ateliers dans les locaux de l'Unisim et notamment ce jeu sera montré et donc les personnes qui le souhaitent pourront jouer et expérimenter ces différents protocoles qui sont assez ludiques et plutôt réussis de mon point de vue. Le deuxième projet dont je vais vous parler s'appelle le Cube. Donc c'est un ensemble de 3 jeux de simulation sur table à destination des volontaires de la cellule d'urgence médico-psychologique de Strasbourg afin d'être utilisés dans le cadre de formation. Le premier jeu tourne autour de la préparation du sac personnel d'un volontaire de la CUMP donc. Quel objet emporter lors d'une intervention? C'est un jeu de rapidité qui aide à mémoriser, grâce aux représentations pictographiques, ce qu'il est important d'avoir sur soi. Le deuxième jeu, l'installation d'un poste d'urgence médico-psychologique. Différents événements et plans, gymnase, école, etc., sont proposés et les joueurs doivent investir le lieu et combiner des éléments en bois pour construire et définir des espaces répondant à la situation. Donc on est clairement dans la simulation sur table. On n'est pas à l'échelle du lieu, ça peut se faire, mais là on est vraiment dans un modèle réduit, mais toutes les questions sont posées. Le troisième jeu, c'est un jeu de simulation d'une consultation à partir de cartes illustrées de façon naturaliste, avec des visages et des expressions, et symboliques, avec des pictogrammes associés aux personnages. Le volontaire s'entraîne à établir un bilan psychotraumatique des impliqués, ce qui est évidemment une des tâches principales d'une cellule d'urgence médico-psychologique. Les étudiantes et les étudiants, attentifs à répondre aux objectifs de la formation, ont travaillé les principes de chacun des jeux avec l'équipe de la CUMP, en particulier avec Dominique Mastelli, médecin psychiatre, et Christian Kunz, infirmier. Leur ambition a également été de proposer un univers graphique et visuel original afin que la lecture d'images soit une des mécaniques didactiques à l'œuvre. Ils ont aussi finalisé et mis en forme les règles du jeu. Donc ce jeu-là a été également réalisé et va avoir un prolongement avec l'équipe concernée dans une autre version dans un futur proche.
Le troisième projet dont je voulais vous parler s'appelle la boîte à modules. La boîte à modules est un appareil de simulation pour la chirurgie pédiatrique qui répond à la définition d'un simulateur de tâches. Donc on est à nouveau dans une autre exploration des supports possibles dans le cadre de la simulation. Un simulateur de tâches. Donc les gestes techniques sont fidèles à la réalité, mais il n'y a pas ici de mannequin naturaliste de nouveau-né. On est dans une forme d'abstraction des gestes, mais une forme de réalisme aussi dans les exercices proposés. Les modules répondent aux diverses problématiques décrites par Isabelle Talon. Chaque module requiert une manipulation particulière selon différents protocoles et niveaux de difficulté. Le soignant en formation visualise ce qu'il fait grâce à une caméra et à un écran de contrôle. Donc c'est un projet qui a été développé avec les élèves ingénieurs de l'INSA, comme dans les conditions réelles d'une opération. Les objets à manipuler avec les outils de chirurgie cœlioscopique sont à l'échelle des organes d'un nouveau-né, donc tout petit, et présentent les mêmes caractéristiques. Ils sont fragiles, en silicone, en impression 3D souple, etc. Le plateau sur lequel peuvent être connectés les modules est en perpétuel mouvement et ces mouvements peuvent être accélérés comme dans la réalité. Enfin, des contacteurs et des voyants lumineux alertent le soignant s'il a commis une erreur. Et je finis par la dernière proposition pour aujourd'hui, le jeu s'appelle Coopération. Il y a à nouveau l'expert qui est là, c'est Gilles Mahoudeau. Donc c'est un projet qui, au départ, qui est un jeu de rôle associé à une manip autour de la communication non violente au bloc opératoire. Au départ, Gilles Mahoudeau et Aude Ruimi, médecin anesthésiste réanimation, avaient imaginé un jeu de cartes dont l'objectif était de mettre en avant le climat de travail positif que produit l'utilisation de techniques de communication non violente. Et les étudiantes ont répondu d'une façon assez étrange, mais en fait très opérationnelle, en imaginant un projet où ils ont associé à ce jeu de rôle une mise en situation des joueurs. Donc les joueurs sont mobilisés et concentrés sur une opération abstraite et symbolique, avec cette boîte bizarre. Ils investissent les différents rôles des intervenants au bloc, donc le rôle du chirurgien, de la chirurgienne, de l'anesthésiste, de l'IBOD et de l'IAD. Le chirurgien doit parcourir un fil de vie avec des outils de différents diamètres sans toucher ce dernier. L'IBOD doit actionner une manivelle pour faciliter le travail du chirurgien. L'IAD doit récupérer des billes qui tombent d'un plateau en mouvement comme suivant le rythme d'une respiration. Et l'anesthésiste doit surveiller les constantes et éviter que les billes ne tombent de ce même plateau avec une forme de râteau. Il doit rattraper les billes et éviter qu'elles tombent dans les trous. Donc ils sont tous mobilisés sur cette action, sur leur rôle au sein du bloc. Et au cours de cette opération, le maître du jeu donne des consignes afin d'alimenter l'expression de conflits entre les protagonistes. Parce que là, il doit aller tellement vite que ça va pas du tout. Et en plus, on n'a pas assez injecté. Et en plus, il n'y avait pas assez dans le rack. Donc, on n'a pas tout le matériel. Mais regarde ce qu'il est en train de faire. Mais c'est n'importe quoi. Sans faire attention, vous faites tomber votre outil. Hop, non, ça va là. Fais attention quand même, s'il te plaît. IAD excédé par le manque de compétences du de la chirurgien. Putain. Vous vous arrêtez de jouer pendant 20 secondes pour lui faire des réflexions sur ses compétences. Alors, c'est pas pour dire, mais quand même, à ce qui paraît, 10 ans d'études, une spécialisation, on est post-Covid, il fallait vraiment que je tombe sur celui-là. Non, mais comment ça se passe? Est-ce que tu penses vraiment que c'est comme ça? Mais où est-ce que tu as passé bien ton... Sûr que c'est comme ça, mais oui, bah bien sûr. Non, mais bon, c'est bon, ça, on a encore pris un intérimaire comme Arena, où ils sont payés 3 fois plus. Alors là, franchement, n'importe quoi. Ok, anesthésiste, demandez à l'IAD de récupérer une bille du plateau supérieur pour qu'il la pose dans le plateau inférieur. Plateau inférieur, plateau supérieur. Alors il faudrait prendre une bille et la mettre dans le plateau inférieur. Mais tu me prends vraiment pour une débile. Mais tu me prends vraiment pour une débile, à quoi ça sert? En fait, je passe mon temps à essayer de récupérer vos conneries et ensuite tu me demandes de refaire une merde. Ah bah voilà, bah bravo, bah bravo. J'ai pas besoin de dire les cartes assez vite. Non, j'ai travaillé au bloc avant. Je crois qu'il faut que je change de pince là. Vite, il faut que je change de pince. 2 secondes, tu fais laquelle? Une grosse pince. Mais quelle couleur? Je sais pas. Voilà, faut se débrouiller. Voilà, donc c'est
un exemple d'outil surprenant qui a été réalisé par les étudiants et j'aurais grand plaisir à savoir comment il va vivre dans les mains de l'UNICIM dans le cadre de formation à cette logique de communication non violente. L'idée étant que dans un parcours, on met un maximum de pression sur les acteurs pour qu'ils s'interpellent les uns les autres et dans le parcours inverse, au contraire, dans le principe du jeu, on doit être dans une communication beaucoup plus maîtrisée, bienveillante, et voir, puisqu'il y a un compteur, si on va plus vite dans un sens ou dans l'autre, et puis quelles leçons on en tire. Voilà, c'est un petit exemple un peu plaisant pour finir ma présentation. Merci à vous. Donc tous les autres projets sont accessibles sur le site, tout est en ligne. Ouais, c'est magnifique. Didactique-simulation.fr. Voilà, donc je découvre un peu moi-même la finalisation de cette collaboration-là qui a lieu depuis quelques années. Et voilà, j'en profite pour remercier Olivier Poncer et tous les étudiants de son école.